Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer par une toute première question avant que je me présente. De toute façon, c'est le principal, c'est est-ce que vous m'entendez? Donc, pour ceux qui ont déjà repéré le bouton discussion et le chat, n'hésitez pas à me mettre dans le chat si vous entendez bien ma douce voix. Comme ça, on est sûr qu'on est bon. Oui, merci Sophie. C'est parfait. Donc, il est 10 heures, on va démarrer. Je vois que ça se connecte en masse, ça augmente de seconde en seconde. Parfait, merci à tout le monde de me donner votre retour, c'est génial. Allez, si tout va bien pour vous, on est parti parce que ça va être 1 heure et demie bien costaud avec pas mal d'éléments à voir. J'espère que ma voix ne résonne pas trop, je sens qu'il y a un peu d'écho, j'espère que ce sera agréable pour vous. De toute façon, vous allez juste me voir sur l'intro et sur la conclusion, le reste, vous n'aurez pas à me subir. Donc tout va bien. Donc moi, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle session à vos côtés, notre premier webinaire de l'année. Donc je suis ravi de vous retrouver après autant de temps. Pour me présenter, je suis Daïsel, je suis conseiller numérique à la Chambre de commerce de l'Hérault et je vais être un peu votre hôte aujourd'hui, même si on aura un expert qui va faire le gros du boulot. Moi, ça, c'est tranquille. Je représente les 4 partenaires sur À vos côtés, qui est notre contribution à la sensibilisation sur le numérique. Les 4 partenaires qui sont les agences de développement touristique du Gard et de l'Hérault, ainsi que les chambres de commerce du Gard et de l'Hérault. Donc, si vous avez besoin de sensibilisation, d'accompagnement, vous pouvez retrouver vos différents partenaires dans vos différents lieux. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour à peu près une durée d'1 h 15 à 1 h 30. On va dire 1 h et quart, vraiment de présentation sur le sujet du jour et avec une session de questions-réponses sur la fin. Durant ce webinaire, vos caméras et vos micros seront coupés, mais vous pourrez interagir avec nous, et comme vous êtes en train de le faire en ce moment, grâce au bouton discussion que vous trouverez tout en bas de l'écran. Donc, nous serons les seuls à pouvoir voir les mots que vous mettez dans le chat. C'est une modération que nous avons mis en place. C'est en fait le meilleur moyen que vous ayez la meilleure expérience possible et éviter que des soi-disant prestataires web peu scrupuleux viennent se mettre en plein milieu du chemin. Donc voilà. Donc ensuite, pour ceux qui ne peuvent pas faire toute la session avec nous, qui vont nous abandonner en cours de route, vous pouvez retrouver cette session en replay sur la chaîne YouTube d'ACC Hérault, ainsi que sur les chaînes de l'ensemble des différents partenaires, Eurotourisme, CC Gare et Gare Tourisme. Je vais rentrer directement dans le gros du sujet. Donc, le sujet du jour, qu'est-ce que c'est? C'est optimiser votre visibilité et la publicité en ligne. Donc, on va parler de ads. Durant cette matinée, avec notre intervenant, nous verrons comment optimiser notre visibilité, notre référencement dans le secteur du tourisme. Et on va vous présenter les fonctionnalités et l'importance du SMA et du SIA, soit la publicité en ligne. Donc, tout ce qui existe, toutes les bonnes pratiques pour pouvoir vous lancer convenablement avec tout ça. Et ce n'est pas moi qui vais faire le boulot, c'est notre expert que je vais appeler dès à présent. C'est M. Lucas Rouillet qui va vous faire découvrir toutes les possibilités qui sont offertes par publicité en ligne. Donc, Lucas, parfait, je vous vois à l'écran. Bonjour. Bonjour David. Est-ce que le son de M. Rouillet fonctionne bien pour vous aussi? N'hésitez pas à nous le mettre. Moi, ça fonctionne. Dites-moi juste si vous m'entendez bien. Parfait. Adeline nous dit que c'est bon pour le son, donc Ah, tout va bien. Donc, pendant cette heure, c'est Lucas qui va animer. Donc, Lucas, vous pouvez partager déjà votre écran. oui. Moi, je vais disparaître. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez en tête durant la présentation. Il y en a certaines qui vont être répondues par Lucas au fur et à mesure. D'autres, peut-être qu'on ne va pas voir. Moi, je vais tout récupérer au fur et à mesure. Et quand Lucas arrivera à la fin, je reviendrai et on posera un peu toutes ces questions-là pour que vous ayez toutes les réponses possibles. Donc, si c'est bon pour vous, je laisse la place à Lucas. Et je vous souhaite un très bon webinaire. À tout à l'heure. Merci David. Alors, c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'importance… Attendez, je vais juste enlever ce petit écran qui apparaît en haut, parce que hop, je ne vais pas tout voir sinon. Hop. Et voilà. Alors, on va parler donc de SMA et de SIA pour développer sa marque touristique. Donc, je vais commencer par me présenter. On parlera aussi de chiffres clés. Ensuite, qu'est-ce que le SMA et comment optimiser vos campagnes? Le marketing d'influence, une force pour le SMA. Et qu'est-ce que le SIA et quelles sont les stratégies possibles?
Alors, pour moi, donc moi je me présente, je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans. Donc j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans à l'EMA-CSF en tant que social media manager. Et ensuite, j'ai voulu tenter une nouvelle aventure. Donc, j'ai ouvert mon entreprise, Social Reel. C'est une agence qui est spécialisée sur les réseaux sociaux. Et donc, on accompagne les talents, les marques pour se développer sur les différentes plateformes. Et depuis juin de l'année dernière, en parallèle, j'ai rencontré donc, le fondateur des Pépites de France, qui s'appelle Erwan Taillard, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, euh, et donc qui est le fondateur des Pépites de France. Donc, c'est le premier média dédié au tourisme en France. C'est un compte Instagram. Je ne sais pas si vous connaissez sur Instagram, ça s'appelle les Pépites de France. Et c'est une communauté qui rassemble aujourd'hui plus de 427 000 personnes. Donc, les Pépites de France, c'est combien de personnes touchées en France par mois? C'est 2 millions de Français touchés. Donc, ça paraît ça peut paraître énorme. Et aussi, on a un site qui sort normalement cette semaine, si tout va bien, qui compte à peu près 10 000 références. Voilà. Pour la suite, donc les pépites de France, voici les photos à peu près qu'on publie. On essaie de partager les plus beaux endroits de France, des endroits insolites qu'on ne connaît pas forcément pour les partager à la communauté, pour qu'ils puissent aller se rendre dans les plus beaux endroits. Les chiffres clés. Alors, pour la première question du webinaire, d'après vous, quel est le temps d'usage moyen par jour d'un Français sur Internet? Je laisse la question s'afficher au niveau du sondage. Je ne sais pas si elle s'affiche ou pas. « 3 heures, j'aurai des réponses, 3 heures, 4 heures. » Donc, en effet, je ne vois pas le sondage à Pas le l'écran, sondage. mais les gens répondent directement dans le chat. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder en même temps. Ça répond, hein, je vous dis, ça répond. Je vous affiche les résultats. Ah, super. Alors, résultat, on est à 2 heures, 3 heures. La plus grande partie, on est pour 4 heures. Eh bien, je repartage ça tout de suite, si j'arrive à l'enlever. Hop. Je ne sais pas si ça s'affiche bien. Ah oui. Désolé, je n'ai pas encore trop l'habitude avec cet outil-là. Alors, on est à 5h34, donc on est à plus de 5 heures de temps passé en ligne par jour, dont 2h19 sur mobile. Là, c'est une petite capture d'écran de mon écran à moi en tant que social media manager. Oui, ça fait beaucoup de temps passé sur son téléphone, et là, on n'est que sur la journée du lundi 28 février. Donc, une moyenne, donc 5h34 pour un utilisateur moyen et 11h42 pour un social media manager. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des social media managers, mais je pense qu'ils se reconnaîtront. C'est sûr que pour performer sur les réseaux sociaux, il faut y passer du temps. Et donc, on voit bien que 11h42, c'est assez incroyable. On peut voir aussi dans les plus utilisés, il y a donc Instagram, Safari et TikTok. Et je mets un petit point sur TikTok parce que pour moi, c'est un réseau social qui est arrivé il y a peu de temps. Et c'est celui, je pense, où je passe le plus de temps aujourd'hui. C'est assez incroyable le temps que je passe à scroller. Et j'avais donc une nouvelle question pour vous. Quel est le temps d'usage par mois d'un Français sur TikTok? Je ne sais pas si c'est la nouvelle question qui va arriver. Le sondage apparaît. Hein. Tu ne le vois pas, Lucas, mais il est bien en ligne. Ok, top. Ça répond également dans le fil de discussion. Top. Je suis en train de regarder en même temps. 50. Je t'affiche les résultats. Oui, s'il te plaît. Ok. Ah, alors, c'était peut-être C'était sur le sondage précédent, ça, mais c'est pas grave. Autant pour moi. Hop. Là, je vois Valérie qui ne veut pas ses clients TikTok. Et vous verrez que l'audience est vraiment en train de changer aussi par rapport à ça.
sondage est en ligne. Ouais. Non, de toute façon, on va continuer, je vais animer. Je vais vous donner la réponse qui est assez hallucinante. Hop. C'est diapo. Les utilisateurs français passent plus de 21 heures par mois en moyenne sur TikTok. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça, c'est un sondage avec des chiffres qui datent de février. Donc ici, hop là, je vais essayer de l'envoyer. Voilà. Donc oui, c'est des chiffres qui datent de février 2022. Et donc, TikTok est en train de manger les autres plateformes. On voit que YouTube a perdu moins 10 points par rapport à l'année dernière. Facebook a perdu 7 points. TikTok plus 22. Et WhatsApp, moins 8 aussi. Et Instagram qui remonte la pente un peu avec les réels qui ressemblent au format TikTok. Alors, est-ce que je peux faire passer? Non, je ne peux pas faire passer. Ah, si, il faut que je fasse passer. L'audience des publicitaires potentiels des principaux réseaux sociaux en France. Donc ça, c'est les utilisateurs actifs en France. Donc sur YouTube, on a 56 millions d'utilisateurs, Facebook 31 millions, Instagram 26 millions, LinkedIn 23 millions, Snapchat 24 millions, TikTok 17 millions. C'est vrai que TikTok, je trouve que les scores sont assez incroyables en peu de temps. Et Pinterest 11 millions et Twitter 10 millions. Un petit aperçu pour la continuité de la présentation. Voici ici le Search Engine Marketing et le Social Media Marketing. À gauche, en haut, vous avez donc le SEO. Donc ça, c'est le référencement sur les moteurs de recherche qui est naturel. Et le SEA, qui est donc la publicité sur les moteurs de recherche et payant. Et juste en dessous, vous avez donc le SMO, qui est le Social Media Optimization. Donc, c'est des posts organiques sur les réseaux sociaux. Et le SMA à droite, donc c'est les posts payants que vous verrez en publicité. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que le SMA et comment optimiser vos campagnes? Donc, le SMA, c'est ce qui veut dire Social Media Advertising. Donc, c'est l'abréviation anglophone de Social Media Advertising ou publicité sur les médias sociaux en français. Mais ça fait quand même plus stylé quand on le dit en anglais. Donc, il s'agit d'un type de publicité payante, comme j'ai pu le dire juste avant. Elles apparaissent donc du coup sur Facebook, Instagram, Twitter, on en voit, mais quand même, il y en a quand même moins que sur Facebook et Instagram, je trouve. LinkedIn, Pinterest ou TikTok. Donc, en tant qu'annonceur, vous pouvez donc créer des campagnes qui vont être diffusées sur ces réseaux sociaux. Donc là, c'est un exemple par rapport aux ads, par la partie SMA sur Facebook. J'ai mis quelques petites captures d'écran sur différentes marques qui ont pu apparaître sur mon Facebook. Donc, vous voyez qu'en dessous, chaque nom de marque des pages, il y a marqué sponsorisé et c'est comme ça qu'on distingue le SMA ou SMO. C'est tout simplement de la publicité sur les réseaux. Sur Instagram, c'est pareil. Bon, j'ai choisi la bonne pub pour les posts Instagram. Et vous en verrez aussi apparaître dans vos stories. Donc, c'est exactement ça, le SMA sur les réseaux sociaux, c'est ça. Voilà. TikTok, on a aussi... Sur TikTok, donc, on a aussi des vidéos ads qui apparaissent souvent en première vidéo quand vous lancez l'application. Et les marques commencent petit à petit à faire apparaître leur marque via des publicités. Alors, comment optimiser vos campagnes? On a, pour commencer, 5 questions à se poser. Quels sont les objectifs que je veux vraiment atteindre? Quelle audience pourrait être intéressée par mes produits et services? Quel budget suis-je prêt à investir? Sur quel réseau mon audience se trouve-t-elle? Et quel contenu ai-je envie de transmettre à mon audience? Ces 5 questions sont assez importantes pour la continuité de vos projets, tout simplement parce que ici, ça s'était fait un peu vite. Je reviens là. C'est important de définir votre objectif de campagne. On va parler ici. Donc là, c'est un exemple de la plateforme Business Manager. Donc, vous avez des campagnes qui peuvent faire de la notoriété de la marque.
Excusez-moi, c'est que j'ai un petit problème à mon écran. Je ne sais pas si vous voyez mon écran ou pas dans le chat. Excusez-moi, parce que moi j'ai un petit problème. Nous, c'est bon au niveau de l'écran, on voit C'est bien, bon? on est sur Ok, 5 pardon. questions à se poser. C'est que c'est moi qui s'affiche pas. Ah voilà, c'est bon. J'en étais où? Pardon. Sur la plateforme donc, Business Manager. Donc, pour vos objectifs de campagne, sur Facebook, vous avez pas une autorité de la marque, des couvertures, ou alors faire du trafic tout simplement sur votre site, ou apporter de l'interaction, ou faire de la conversion. Donc ça, c'est parmi les objectifs que vous pouvez avoir. La première chose à faire pour cette partie, donc pour la partie de l'audience, pardon, la première chose à faire, c'est faire un benchmark, c'est-à-dire analyser donc aussi votre concurrent pour voir ce qui s'y passe et voir qu'est-ce qui est présent sur le marché. N'hésitez pas aussi à analyser toutes les données sur votre compte Instagram ou Google Analytics. Normalement, vous avez accès à vos statistiques et c'est là où vous pourrez aussi définir votre audience. Vous avez aussi les statistiques de votre page Facebook et les statistiques de votre compte TikTok. C'est ce qui va vous permettre de comprendre votre audience par rapport aux hobbies, aux intérêts et aussi voir au niveau des interactions. Un petit peu d'eau. Dans le Business Manager aussi, par rapport à vos campagnes, vous allez devoir créer des audiences. Et donc, il vous sera demandé, par rapport à différents critères, des critères démographiques, des critères géographiques, aussi par rapport au centre d'intérêt, d'occupation professionnelle et des hobbies. J'essaie d'aller vite parce que c'est vrai qu'une heure et demie, ça passe vite. Et donc, n'hésitez pas à la fin à me poser vos questions sur si vous en avez par rapport à ce sujet-là. Le budget. Oui, vous allez devoir attribuer un budget à vos campagnes. Donc, s'il est encore réduit, il vaut mieux ne pas s'éparpiller, se concentrer sur un réseau social en particulier. C'est vrai qu'on a tendance à avoir des marques qui vont sur toutes les plateformes parce qu'elles ont un fort budget. Seulement, si vous avez un faible budget, je vous invite à vous concentrer uniquement sur la partie soit Instagram, soit Facebook. C'est les top 3 aujourd'hui avec TikTok qui sont les plus performants. Et vous êtes sûr de pouvoir toucher une bonne partie d'utilisateurs et qui pourraient au mieux correspondre à votre audience. Donc, quel format? Donc, là, j'ai mis en exemple les formats Instagram. Donc, les proportions, pardon. À droite, vous avez donc le format carré, le format vertical et le format vertical story, donc en 9/16e, et le paysage en 16/9e. Pour être honnête, le format 16/9e, c'est plus du format qui est pour YouTube. Le reste des autres formats, le format carré aussi commence enfin, c'est le format de base qu'on peut retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, mais c'est le format commence aussi un peu à disparaître. On est vraiment sur des écrans qui sont vraiment plus larges. Donc, le format vertical en 4/5e, qui prend une grande partie de votre écran, comme vous voyez sur la gauche, et ce qui fait que l'utilisateur, pour l'expérience utilisateur, quand vous arrivez sur ce poste comme à gauche, vous n'êtes pas dérangé par les autres publications qui sont au-dessus. Donc, du coup, on reste concentré sur cette publication. Et pour être honnête avec vous, le format vidéo commence réellement à avoir un impact sur les ads et les plateformes comme Instagram. Par exemple, comme le mois dernier, on fait un réajustement sur leur algorithme et le format vidéo commence à prendre le dessus sur le format photo. Donc, on va en parler par la suite, mais le format vidéo est aujourd'hui le format qui est le plus adapté pour vos ads. Je vais prendre par exemple, je sais que parmi vous, il y a, il me semble, une entreprise de kitesurf. C'est sûr que si vous voulez mettre en avant, par exemple, du kitesurf, donner des cours de kitesurf, on va être plus captivé par des images de kitesurf qu'une simple photo. Voilà, c'est pour un petit exemple. Alors, le marketing d'influence, une force pour le SMA. Pourquoi? Déjà, qu'est-ce que c'est que le marketing d'influence? Donc, le marketing d'influence, c'est une stratégie
marketing, permettant aux entreprises de faire la promotion de son produit, son service via des influenceurs ou des comptes d'influence. Donc, ils vont utiliser des supports, des supports ou des campagnes médias qui vont diffuser auprès des comptes d'influence, des influenceurs. Pardon. Donc, si je prends l'exemple des pépites de France, les pépites de France, aujourd'hui, on est compte d'influence, déjà parce qu'on ne montre pas notre visage, et voilà, on ne parle pas de nous, on parle d'une thématique. Je vais prendre l'exemple ici avec Avoriaz. Donc, c'est une marque avec qui on a travaillé récemment avec les pépites de France. Donc, c'est un premier exemple dans le sens où Avoriaz avait son contenu, ça, donc une campagne média en vidéo, je vais le montrer juste après, et elle a utilisé son contenu pour le diffuser sur notre audience à nous, en ads, en SMA du coup. Donc, quel est l'intérêt ici? C'est de toucher l'ensemble de notre audience, mais que ça soit la marque du coup, de l'annonceur qui soit diffusée sur notre audience. Donc, ça, c'était juste un petit résultat pour montrer. Donc là, on l'a diffusé sur notre compte Instagram. Pour toucher notre audience. Je passe à l'exemple 2 parce que le temps passe vite. Ici, on a donc un deuxième exemple avec, par exemple, Vendée Tourisme, qui, eux, ont utilisé, pardon, pas utilisé, ont intégré un influenceur directement dans leur campagne média et donc payé les droits. Donc là, je prends l'exemple avec Bruno Maltor, qui est un influenceur sur Instagram avec 359 000 personnes et 371 sur TikTok. Et ils ont travaillé avec lui, ils ont utilisé son image, pardon, j'aime pas trop ces mots-là, mais pour la diffuser sur leur compte à eux, en SMA. Du coup, vous avez une pub sur la droite, ici, que je vais lancer. Bienvenue en Vendée. Au lever du soleil, ça doit être assez sympa. Allez, on y va! Voilà, donc ça, c'est aussi du SMA, mais d'une autre façon, avec... c'est du marketing d'influence, mais d'une autre façon, ils ont utilisé un influenceur et ils l'ont utilisé dans leur stratégie de médias et pour la diffuser sur leur compte. Enfin, le nom de Vendée Tourisme. Alors, qu'est-ce que le SIA et quelles sont les stratégies possibles? Donc, le SIA, c'est quoi? Ça veut dire Search Engine Advertising. C'est l'abréviation anglophone de ce que je viens de dire, Search Engine Advertising, ou en français, publicité sur les moteurs de recherche. Donc, grâce à ces annonces sponsorisées, parfois appelées liens sponsorisés, il est possible d'apparaître sur les pages de résultats de moteurs de recherche. Je vais vous montrer à quoi après ça ressemble. Donc, on parle également de référencement payant pour désigner la création de l'optimisation et des annonces. Excusez-moi, juste... Excusez-moi. Donc, grâce à ces annonces sponsorisées, voilà à quoi ça ressemble. Donc, juste en haut, quand vous tapez, par exemple, dans la barre de recherche « Week-end au Parc Disney », vous avez donc les annonces payantes qui arrivent en premier lieu. Et en second lieu, vous avez donc le SEO. Et tout ça forme le Search Engine Marketing, ce dont on parlait au début. On enchaîne par la suite. Donc, les principaux KPIs à regarder. Donc, pour cette partie-là, moi, c'était plus la partie de mon associé qui n'est pas là aujourd'hui, mais je vais quand même vous en parler. Mais si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. Pour le CPA, donc c'est le coût par action, qui correspond au coût divisé par le nombre d'actions mesurées. Donc après, vous avez le CPC, qui est le coût par clic, donc en termes de publicité payante, dans lequel un annonceur paye un coût à un éditeur pour chaque clic sur une annonce. Après, vous allez devoir vous concentrer aussi sur le taux de clics, donc qui est le nombre de clics, le CTR, qui est le nombre de clics que votre annonceur reçoit divisé par le nombre de fois que votre annonceur est diffusé. Et après, vous avez le bounce rate, qui correspond au pourcentage de visiteurs venant sur un site et en sortant dans la foulée sans ouvrir une page ou cliquer sur un lien. Donc, avant de lancer vos campagnes sur le SIA, il faut s'assurer que toutes les conversions paramétrées, donc via Google Tag Manager, remontent correctement.
Le pilotage des campagnes se fait grâce au suivi du CPA, donc le coût par action. Pour la structure des marques, donc ici, vous allez devoir faire des campagnes. La décision de campagne doit se faire à partir d'un critère différenciant et pertinent, donc par exemple la localisation géographique, univers de service. Le ciblage, vous devez définir les zones géographiques et les audiences. Et le plus important, donc les mots-clés, qui sont le nerf de la guerre. Il est très important d'avoir une liste de mots-clés le plus exhaustif possible. Et donc pour cela, on peut utiliser l'outil de planification des mots-clés de Google qui permet de voir le volume des requêtes par mois sur une année écoulée. Donc ici, après, pour la structure des campagnes, donc chaque mot-clé se voit attribuer un score de qualité basé sur 3 facteurs. Donc un score supérieur à 6 sur 10 permet à Google à considérer ces KW comme pertinents et aura plus de chances d'apparaître au-dessus de vos concurrents. Pour les annonces, donc chaque groupe d'annonces a une annonce responsive sur le réseau de recherche. Il est recommandé d'avoir un seul par groupe d'annonces. Sur les stratégies d'enchères. Donc, chaque campagne doit avoir sa propre stratégie d'enchères. La plus répandue est le CPA, celle dont on parlait juste avant. Donc, c'est le coût qu'on est prêt à payer pour un nouveau client. Il est recommandé d'ajouter cette stratégie sur un CPC max et ainsi maîtriser ses dépenses. Les best practices, donc c'est veiller à vérifier les tendances de requêtes pour ajouter des mots-clés, pour améliorer votre score de qualité au niveau des mots-clés et son taux d'optimisation au niveau de campagne. Donc, il faut bien vérifier votre taux d'optimisation. Utilisez tous les titres 15 et description 4 disponibles des annonces. Vous devez aussi optimiser l'efficacité des annonces pour augmenter votre CTR, comme vous voyez juste en dessous. Et comment faire de la croissance? Pour terminer, il faut être exhaustif au niveau des mots-clés et avoir un bon score de qualité. Annonce optimisée, ça signifie qu'elle est élevée, et en 3, faible taux de rebond, et en 4, un CPA et les dépenses maîtrisées. Je pense que ce serait plus simple que je puisse interagir avec vous directement. N'hésitez pas à me poser vos questions et je vais essayer de répondre, surtout pour la partie SMA, la partie SIA. C'est moi ma partie, je suis plus social media manager que traffic manager. Hop. Donc là, c'était les coordonnées, mais je vais aller directement dans le chat, pardon, excusez-moi. Et on peut commencer peut-être à échanger et répondre directement à vos questions. Je ne sais pas si vous m'entendez. Une première question de Cindy. Que pensez-vous des pubs sur Pinterest? Est-ce intéressant? Pour être honnête, Pinterest, c'est justement un outil qui permet d'avoir un référencement, donc SEO organique. Ça vous permet de créer du trafic sur votre site via les images. L'outil n'est pas optimisé pour faire du SIA et vous allez devoir, vous allez avoir un coût important. Et c'est pas le meilleur outil pour faire des pubs aujourd'hui. Par contre, en tant que réseau pour publier votre contenu en organique, ça oui, c'est intéressant, ça va permettre de faire du référencement organique. Du coup, je me permets de revenir un peu pour ajouter des compléments. C'est vrai que Pinterest, aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est un réseau social. C'est avant tout un moteur de recherche d'images. Donc, il est entièrement
construit pour vous aider à bien publier vos images en utilisant des titres, des descriptions qui vont utiliser des mots-clés. Et donc, tout l'intérêt, c'est d'avoir un site internet derrière qui va vous permettre à chaque fois de mettre des liens qui vont envoyer vers lui. Donc, comme disait Lucas, en effet, vous pouvez faire dessus de la pub, mais au final, l'utilité première de Pinterest, qui est de toucher les gens grâce à des recherches qui vont faire avec des mots-clés, fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de passer par ce type de biais sur ce type de médias. Donc, ensuite, nous avons comment définir une somme pour la publicité. Un peu quelle bonne pratique pour choisir sa somme. En fait, il faut surtout voir ici votre budget, si c'est un budget long terme ou court terme. Votre somme est étalée, enfin, votre budget va vraiment… ouais, il faut définir si c'est un budget sur long terme ou court terme. Quel est l'intérêt? Sur le court terme, vous allez toucher beaucoup de personnes, mais peut-être pas optimiser le ciblage de votre audience. Alors que sur le long terme, vous allez maximiser vos chances de toucher une réelle audience et votre audience à vous. Je n'ai pas forcément de budget à vous conseiller aujourd'hui. Vous avez des chiffres prévisionnels qui sont affichés sur les plateformes de ads. Des fois, il faut en tenir compte et des fois non. Mais vous pouvez commencer par un faible budget. Et, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Commencer peut-être par semaine, sur 5 semaines, faire des campagnes sur 5 semaines pour faire des premiers tests. Mais ne pas mettre des gros montants dès le début et surtout faire des tests pour tester vos audiences. Et du coup, il y a Barbara qui vient un peu compléter la question en demandant quelle serait la durée conseillée. En sachant sur la partie des réseaux sociaux, on sait que les algorithmes de Facebook, Instagram poussent vraiment pour que les durées soient de plus en plus longues. Plus votre durée est longue, plus l'apprentissage de l'algorithme de Facebook va faire qu'il va toucher de plus en plus précisément les personnes. Et c'est ça aussi qui va faire remonter par effet ricochet dans les résultats naturels, dans les fils d'actualité naturels, votre page Facebook. Les publications aujourd'hui que vous faites sur Facebook, par exemple, sont très peu visibles par rapport à ce qui était le cas il y a 2-3 ans. Parce que Facebook souhaite que vous utilisiez sa publicité en ligne. Donc, plus Facebook et du coup Instagram, puisque c'est le même groupe, plus vos publicités en ligne durent dans le temps avec des budgets plus importants, et plus ça fait aussi remonter de manière naturelle vos publications naturelles sur Facebook. Et du coup, la durée conseillée plutôt sur du Google Ads, ce genre de choses, est-ce qu'il y en a vraiment? Alors ça, je pourrais difficilement vous y répondre parce que c'était la partie de Erwan qui n'est pas là aujourd'hui, mais en fait, il va surtout falloir analyser vos chiffres et donc les mots-clés et votre optimisation. Et je pense que pour cette partie-là, pour la partie SIA, c'est surtout de la veille quotidienne et voir justement si un mot-clé fonctionne mieux qu'un autre. Et forcément, s'il fonctionne bien, sur le long terme, c'est beaucoup plus intéressant. Mais je n'ai pas aujourd'hui de durée avec un exemple concret à vous donner. Mais je pense que c'est en fonction du résultat quotidien, si je ne me trompe pas. Oui, de toute façon, comme vous l'avez déjà dit, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire avant tout des tests. Vous allez faire des tests, vous allez tester des mots-clés, des trends, des mots-clés donc imbriqués dans des phrases, on va dire, des petites phrases. Hein. Et le but, c'est de voir un peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quoi qu'il arrive, c'est sur un peu le même principe. Plus vous allez mettre et plus vous allez bien cibler, et plus vous allez mettre une campagne qui fonctionne dans le temps, et mieux, au fur et à mesure, elle va remonter. Notamment si vous êtes sur des mots-clés qui sont relativement concurrentiels et que vous êtes sur des ciblages géographiques qui sont assez communs, parce que vous êtes aujourd'hui dans une métropole, ou vous êtes carrément sur Paris, et donc par rapport à votre activité, il y en a pas mal qui font des campagnes dessus. Et ça va être la durée, ça va être le ciblage le plus particulier possible et aussi une durée un peu plus longue qui va vous permettre de remonter un peu mieux. Roman qui nous demande quel est le réseau le plus facile d'utilisation. Le réseau le plus facile d'utilisation, pour moi, ça reste… Il n'y a pas forcément de réseau plus facile d'utilisation, mais qui est le plus, on va dire peut-être plus le plus performant, le plus facile. Pour moi, Instagram reste the first one.
parce qu'on a donc un onglet, enfin on a plusieurs onglets, on a un onglet Facebook, enfin un onglet photo feed, pardon, et la partie réelle qui commence à être vraiment très performante en termes de visibilité. Mais pour moi, Instagram est le plus performant parce que déjà Facebook, je suis désolé de dire, commence à perdre en termes d'utilisation. Et on l'a vu tout à l'heure sur le graphique. Et pour moi, Instagram reste le plus facile et le plus performant. Et du coup, pour la partie Google Ads peut avoir de la facilité d'utilisation grâce à, je crois que c'est Google Ads Express ou quelque chose comme ça. Mais clairement, en tant que professionnel, moi, je ne vous conseille pas d'utiliser ce type de méthode parce que les ciblages ne seront jamais aussi justes que si vous utilisiez la version complète de Google Ads. Vous allez perdre beaucoup. De toute façon, un des conseils qu'on peut vous faire aujourd'hui, c'est éviter au plus que possible de monter ce genre de campagne tout seul si vous avez la possibilité de mettre un peu de budget pour passer par un prestataire. Il pourra vraiment vous accompagner et utiliser vraiment la quintessence des outils. Il y a toujours des petites règles comme ça qu'on ne maîtrise pas, des choses qu'on essaie de vous montrer aujourd'hui, mais il y a toujours des petites règles qu'on ne maîtrise pas et qui fait qu'on a de la perte. Et étant donné que c'est de l'argent que vous mettez, c'est du budget que vous mettez, il faut pouvoir le rentabiliser le mieux possible. C'est pour ça que tout à l'heure, Lucas parlait des KPI. Alors moi, je n'utilise pas les accents anglais parce que c'est catastrophique quand j'utilise de l'anglais. Mais les indicateurs, c'est quelque chose qui est très important à observer à partir du moment où on lance une action. De toute façon, à partir du moment où vous lancez une action, c'est que vous avez un objectif et c'est que vous avez des indicateurs à regarder. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué à utiliser ce genre d'outils pour être vraiment visible et avoir un vrai seuil de rentabilité. Donc, n'hésitez pas à passer par des professionnels. Nous avons une question de Sophie qui est très longue. Je vais vous la lire. J'ai lu qu'il était plus stratégique de sponsoriser une publication qui a déjà recueilli une bonne audience. Est-ce vrai selon vous? Et je ferai ensuite le reste de la question, puisqu'il y a plusieurs questions en une. Alors oui, forcément, si vous avez une publication qui a plus faire attention aussi à ce que Facebook vous incite à faire, souvent on a des suggestions de boost à faire sur certaines publications, parce que c'est Facebook qui vous le recommande. Là, j'avoue qu'on pousse un peu à aller chercher sur le budget des marques, et c'est pas forcément vrai. Par contre, si vous voyez que vous avez une de vos publications qui a le plus performé que les autres, en termes d'impression et en termes d'engagement, oui, n'hésitez pas à faire un boost si vous vous sentez pouvoir y apporter plus de visibilité. Ça, c'est sûr. Et du coup, pour rebondir aussi là-dessus, quand vous allez créer votre compte Google Ads, il va tendance à vous proposer du 80 €, ou même des fois des enveloppes plus élevées pour vous accompagner à lancer votre première campagne. Mais clairement, si vous partez juste sur une petite campagne comme ça, sans préparation ni rien, ce n'est pas votre argent, donc ce n'est pas de l'argent perdu, mais ce n'est pas nécessairement un gain non plus. Quand vous avez ce genre d'enveloppe, ça existe aussi, par exemple, si vous créez un site Wix en premium, il vous offre un peu une petite enveloppe comme ça. Il faut que ça, si vous voulez l'utiliser, il faut que ce soit incorporé au sein d'une stratégie plus vaste et une vraie stratégie qui peut vous faire gagner quelque chose. Parce que sinon, ça va être de l'argent qu'on vous offre, mais qui ne vous servira à rien, simplement à vous frustrer. Et du coup, Sophie, continuez. Si on veut par exemple sponsoriser une vidéo YouTube sur Facebook, faut-il attendre que la publication recueille un certain nombre de partages avant de sponsoriser ou faut-il le faire d'emblée? Alors, déjà, un premier élément à mettre en avant, il vaut mieux en fait ne pas importer directement votre vidéo YouTube sur Facebook, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le format 16/9, c'est un format qui est en train de se perdre petit à petit. Alors, c'est le format YouTube, c'est très bien, mais par contre, sur Facebook, c'est vraiment compliqué parce que le format est vraiment tout petit. Je vais vous montrer sur le partage d'écran ici. En fait, on voit que le format 16/9 sur un écran format mobile, parce qu'aujourd'hui, une bonne partie des utilisateurs sont sur mobile. Et quand on voit la différence du format YouTube, donc du 16/9 sur un mobile, on est quand même loin du format 4/5 par exemple, au format vertical. Et on a des chances de perdre l'utilisateur dès le début. Donc ça, c'était juste un petit point.
Ce qu'il faudrait faire, c'est en fait prendre le lien de YouTube, si vous voulez faire des vues sur YouTube, et de le générer, enfin de faire une publication post-click link pour générer du trafic sur YouTube, si vous voulez vraiment faire des vues sur votre vidéo. Et après, vous disiez, faut-il attendre pour que la publication recueille un certain nombre de partages avant de la sponsoriser, ou faut-il le faire d'emblée? Alors pour ça, c'est-à-dire que si vous voulez maximiser vos chances de performance sur votre publication, vous pouvez lancer en fait du ads directement dès la publication. C'est pas ce que je conseille à faire, mais vous êtes sûr d'avoir de la visibilité. Si vous avez des objectifs de chiffres, c'est ce que je conseille à faire dès le début. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Enfin, vous pouvez attendre aussi pour performer les statistiques de la publication sur le long terme. Si vous avez un objectif court terme, vous devez sponsoriser directement. Si c'est sur le long terme, vous attendez que votre publication prenne un petit peu et après, vous rajoutez du ads pour qu'elle ait beaucoup plus de visibilité et d'impression sur le long terme. Merci Sophie, je pense qu'on a répondu à votre question. Ensuite, c'est une excellente question parce qu'à un moment, j'ai dit que ça faisait partie du même groupe, Insta et Facebook, puisqu'Insta a été racheté par Facebook. Mais faut-il avoir la même stratégie de publication et de publicité sur Instagram et Facebook? Alors, pour la stratégie de publication… Donc, on est vraiment sur deux choses. Donc, les publications, je pense que c'est vraiment le naturel, ce qu'on fait sur ses comptes. Pour le SMO, et différents SMA, pour les SMO, donc pour les posts organiques, sur Facebook, vous pouvez publier, je ne sais pas, 2 à 3 publications par jour. En fait, il n'y a pas de secret. Plus vous êtes régulier et plus il y aura de la régularité dans votre ligne éditoriale, plus vous allez toucher votre audience ou toucher des personnes. Donc, sur Instagram, c'est sûr que plus vous publiez, plus vous aurez de visibilité. Là, on a fait des tests, nous, avec les Pépites de France, justement. On était à une publication par jour, en se disant, voilà, en publiant une fois 18 heures, c'est là où on va toucher le maximum de personnes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en augmentant notre rythme de publication, je parle pour Instagram, nos stats ont explosé. Je ne sais pas aussi si parmi vous, vous avez pu le constater, mais entre fin décembre et jusqu'à début février, vous avez pu constater normalement une baisse d'engagement sur vos publications. Donc ça, c'est normal parce que en fait, Instagram et Facebook, enfin surtout Instagram, a revu son algorithme. Et donc, du coup, on a vu une attrition en termes d'abonnés, une perte d'impression sur vos stories, une perte d'impression sur vos posts. Donc ça, c'était tout à fait normal. Et donc, je vais reprendre la question, elle est là. Donc, est-ce qu'il faut avoir la même stratégie? Je dirais que non. Si vous pensez à dupliquer vos posts Instagram sur Facebook, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème sur ça. Peut-être sur Facebook, moins utiliser les hashtags que sur Instagram. Mais c'est surtout que Facebook, vous pouvez peut-être aussi publier plus dans le courant de la journée à des heures un peu moins précises que sur Instagram. Voilà. De toute façon, je suis tenté de dire, ça dépend aussi des cibles. Si Ouais. avec les stats, on se rend compte que les cibles changent drastiquement, il y a peut-être là un intérêt à avoir des publications qui changent. Mais aujourd'hui, de toute façon, vu la portée qu'est en train de prendre Facebook sans publicité, c'est sûr qu'il y a de moins en moins, comme le disait Lucas, d'intérêt à avoir des stratégies qui sont vraiment différenciantes. À part vraiment, moi je trouve que c'est toujours plus intéressant en tout cas de beaucoup réduire le nombre d'hashtags sur la partie Facebook pour justement peut-être casser aussi le fait que l'on pourrait penser que c'est la duplication pure et dure. Oui, du coup, c'est parce qu'il c'est conseillé à faire la duplication enfin, à l'identique, quoi. Et pour les publicités, pour le coup, quand vous êtes sur votre business manager pour faire les publicités, vous pouvez choisir de les décliner soit sur Facebook, soit sur Instagram, ou alors soit sur les deux. Et après, le format, comment dire,
le format de la pub va s'adapter en fonction de la plateforme. Donc ça, c'est pas trop un problème. Et Ouais. du coup, Frédéric, il nous disait quand même, public plus vieux sur Facebook. Ouais, je pense bien Ah que bah, oui. oui, oui, c'est sûr. Aujourd'hui, la génération qui arrive derrière, ils ne sont pas du tout sur Facebook. Quand on leur parle Facebook, c'est comme si on leur parlait, je sais pas, MSN. Moi, j'ai connu MSN. MySpace. MySpace. Oui, ah, mais MSN avec Lewis, c'est magnifique. Ouais. Non, ouais, l'audience qui arrive n'est plus du tout sur Facebook Mm. et dans quelques années, j'ai bien peur que, à part si, c'est pour ça qu'il y a il y a la métaverse qui arrive aussi avec Facebook, mais c'est encore un autre sujet. Mais oui, le public est beaucoup plus vieux sur Facebook. Mais dites-vous que c'est votre faute, c'est parce qu'ils considèrent que c'est vous les parents, donc c'est votre média à vous, donc ils n'aiment pas ce genre de choses. Comme leurs enfants diront, bah, TikTok, c'était ton média à toi, mon cher papa ou ma chère maman, je ne veux pas y être. Ouais. C'est l'esprit de rébellion et de contestation des enfants. C'est toujours comme ça. Et c'est surtout aussi qu'il y a le format vidéo qui arrive Mm. en masse et sur la génération d'aujourd'hui est beaucoup plus captivée sur un format court et qui est dans l'interaction directe où l'utilisateur va se projeter dans la vidéo. Enfin, ouais, ils sont beaucoup plus sur le format vidéo. C'est pour ça que du coup, Facebook essaie de réagir un peu en mettant de plus en plus en lumière les réels sur les fils d'actualité. On le voit depuis quelques semaines, ça paraît beaucoup plus que c'était le cas par le passé. Barbara, dans les stats Facebook, qu'est-ce que veut dire couverture de publication? Est-ce vraiment significatif d'intérêt quelconque? Alors oui, c'est important parce qu'on doit faire la différence entre impression et couverture. Impression, en fait, c'est le nombre de vues que vous avez générées sur votre publication. Mais par exemple, moi, je vais générer une impression. Et si je retourne sur la publication, je vais générer 2 impressions. Alors que la couverture des publications, ça comptabilise en fait une vue par utilisateur. Donc, c'est-à-dire que la couverture, du coup, si j'y vais plusieurs fois sur la publication, je sais qu'il n'y aura pas marqué 3 couvertures, il y aura marqué le nombre de personnes exactes qui auront vu votre publication. Est-ce que c'est vraiment significatif d'un intérêt quelconque? Oui. Après, généralement, le nombre de couvertures est quasi égal au nombre d'impressions. Mais c'est un élément oui, qu'il faut bien analyser et c'est ce qui montre la performance de vos publications. J'espère que ça répond à votre question, Barbara, mais je pense que oui, c'est assez clair. Ensuite, j'ai plusieurs fois essayé de créer une publication en mode vidéo sur Canva. Le rendu était super. Mais quand je l'ai publiée sur Instagram, elle était floue. J'ai peur du coup que les publicités en mode vidéo soient floues aussi. À quoi cela peut être dû? Alors, faut aussi comprendre qu'il peut arriver que quand on publie une vidéo sur que ce soit Facebook ou Instagram ou même TikTok, en fait, il y a tellement de contenu qui est publié. Alors, c'est plus généralement pour les stories que pour les posts, normalement. Mais en fait, vous perdez un peu en qualité quand vous publiez sur vos réseaux. Mais normalement, sur Facebook, on ne perd pas en qualité. Donc, c'est peut-être le fait que, je ne sais pas si vous êtes passé sur Canva Pro ou c'était Canva gratuit. C'est sur le Canva gratuit, quand vous exportez votre vidéo, je sais que vous perdez en... c'est Canva normal, ok, d'accord. Vous perdez en rendu de vidéo. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Ou alors peut-être que c'était les premières secondes et que votre vidéo n'a pas eu le temps de faire son chargement complet sur la plateforme et du coup, elle apparaît un peu floue au début. Mais après, normalement, sur le long terme, ça apparaît en HD, si je ne me trompe pas. Et du coup, Cindy qui rajoute une petite question, une petite louche. Sur Instagram, y a-t-il des horaires précis pour publier? 18 heures, par exemple? Alors, encore une fois, là, c'est à vous d'aller tester vos audiences. Moi, je sais que j'étais plutôt habitué à publier le soir. Mais encore une fois, avec TikTok qui est arrivé et qui a un peu bousculé tous les algorithmes et du coup, Instagram a dû faire face à ça et un peu changer aussi son algorithme.
Et il faut vraiment faire des tests pour le coup, parce qu'avec les Pépites de France, par exemple, on publie 3 fois dans la journée, dont une fois le matin aux alentours de 10h. Et après, le soir, oui, à partir de 18h, 19h. Après, encore une fois, testez votre audience et vous verrez les horaires qui fonctionnent le mieux. Je pense que c'est la meilleure solution. Et du coup, il y a une autre question qui vient d'arriver qui relie un peu encore Instagram. Sur Insta, faut-il publier plus des stories ou des posts? Alors, ça, c'est différent. La story, en fait, vont permettre... il y a une vraie algorithme sur les stories qui est différent de celle des posts. Donc, forcément, alors, si vous arrivez à faire autant de posts que de stories, bravo. Mais généralement, les stories, on en fait pas mal parce que, en fait, on raconte une histoire qui sont déclinées en plusieurs stories. En revanche, vous allez devoir logiquement publier plus de stories que de posts. Mais il n'y a pas. C'est vraiment un algorithme qui est différent. Sur vos posts story, vous allez donc raconter votre histoire, vous allez partager des événements, peut-être plus quand on est une marque, ou faire des sondages ou des quiz, qu'un post, il a été peut-être un peu plus travaillé qu'une story, même si les stories sont bien travaillées, mais un post, c'est sur le long terme, alors qu'une story, ça dure 24 heures. Donc, n'hésitez pas à publier pas mal de stories, peut-être moins que les posts. Ouais. Je ne sais pas si j'étais très clair, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Après, du coup, est-ce qu'on touche les mêmes cibles avec les posts et les stories? Puisque les posts avec les hashtags, on est censé pouvoir toucher des gens qui ne nous suivent pas. Et les stories, on a un peu moins de latitude d'action là-dessus. On va toucher surtout notre audience. Ouais, les posts publiés, on risque de toucher des personnes qui ne font pas partie de notre compte, qui ne sont pas abonnés à notre compte. Alors que les stories, oui. Mais c'était la question que tu posais? C'est ça, exactement. Donc, du coup, nous avons Sophie qui est un peu confuse, on va essayer de l'aider. Nous sommes confus, il est possible de sponsoriser du contenu sur Facebook et Instagram en même temps, via le même outil, le même règlement. Et concrètement, comment cela se présente? Oui, exactement. En fait, vous avez donc la plateforme Business Manager vous allez pouvoir donc du coup créer votre publicité sur l'outil. Et en fait, vu que Facebook et Instagram, c'est le même groupe, ça appartient à Meta, vous pouvez diffuser euh, des publicités sur Facebook et en même temps, elles seraient diffusées aussi sur Instagram. C'est pour optimiser vos chances de trafic et de visibilité. Et donc, via le même outil, le même règlement, et concrètement, comment ça se présente. Donc voilà, et sur Instagram aussi, je vous invite à aller dans l'outil publicitaire sur Instagram qui peut paraître minime, mais qui est plutôt performant en termes de chiffres. C'est juste que le Business Manager, donc qui est relié à Facebook et Instagram en même temps, et, nécessite des compétences peut-être un peu plus importantes pour créer des campagnes. Mais oui, on peut sponsoriser du contenu Facebook et en même temps sur Instagram. En fait, c'est facilement déclinable. Il y a juste, en fait, à cocher en fait, l'endroit où on veut que notre contenu apparaisse. Et du coup, Sophie demande s'il y a peut-être possibilité d'avoir un exemple. Est-ce qu'on pourrait peut-être partager un Ouais. écran pour ça? Oui, ouais, je vais aller chercher. Hop. Est-ce que je peux enlever cette barre? Je vais surveiller mon écran. Là, pour l'instant, elle est toujours sur les slides. Ah, alors je vais juste aller chercher. Hop. Donc, en attendant, on avait Sabrina qui, je pense, c'était plus une affirmation et une bonne pratique de Sabrina qui nous disait on peut aussi poster et faire une story des posts. Oui, pour générer plus de trafic, oui, sur les posts. Alors, est-ce que... Bon, c'est que j'ai le chat qui apparaît. Alors, on va prendre un exemple. Trafic, continuer. Alors, est-ce que si je fais nouveau partage,
Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Peut-être un peu mieux. Alors, ici, on va aller chercher une campagne. Vous voyez qu'ici, en fait, déjà dans l'outil, quand vous créez votre publicité, en fait, quand on va dans l'identité, il y a la page Facebook et le compte Instagram. Donc, en fait, vous êtes relié directement aux deux. Si je veux bien mettre ma page, si je veux bien. Hop. Et voilà, le compte est après directement. En fait, il faut que vous reliez votre page Facebook à votre compte Instagram. Et donc, après, on va prendre un exemple. Je vais aller chercher une vidéo. Donc, du coup, qui est adaptée en fait aux deux plateformes. Hein. Plus recommandé. Et en fait, ici, après, vous avez donc vos placements. Donc, on va faire voir notre variante. Et on voit qu'en fait, le contenu, donc, il est publié sur Facebook. Vous avez le format Facebook ici, et après, vous avez le format Instagram juste là. Voilà. J'espère que ça répond à la question, pour montrer un peu un exemple. Vu que vous avez des stories aussi maintenant sur Facebook, même si elles sont moins performantes que les stories Instagram, le contenu se décline facilement. Je ne sais pas où ça se trouve, mais c'est très joli en tout cas. Là, on est sur la cascade de Sian. Ouais. Incroyable. J'espère que pour Sophie, c'est bon, enfin, pour tout le monde, hein, puisque les questions des uns sont pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si on arrive jusqu'au bout des questions. Merci Sophie. Si vous en avez un peu d'autres, on attend de voir si peut-être... Vous avez peut-être des éléments que vous voulez que je vous repartage Oui. sur le diapo. C'est vrai que j'étais peut-être un peu vite avant parce que j'ai eu un petit souci technique. Mais si vous avez des questions sur la partie SMA ou marketing d'influence. La partie marketing d'influence, j'ai peut-être été un peu vite dessus, mais j'ai pas eu de conclusion sur le marketing d'influence. Le marketing d'influence, il est important aujourd'hui puisque vous avez touché des grosses communautés. Si je parle des comptes d'influence, vous allez toucher des grosses communautés et diffuser votre contenu sur ces communautés-là. Vous êtes sûr de toucher un grand nombre de personnes. Après, à vous de choisir ces comptes-là et qui correspondent à votre cible. Mais la force du marketing d'influence, c'est que vous allez avoir beaucoup de trafic en un seul moment durant votre campagne. Donc, ça permet de... Nous, on travaille justement avec plusieurs partenaires et donc on est amené à partager leur contenu en story ou même en post ou donc du coup faire des pubs comme ici pour la cascade de Sian où on va en mettre en avant sur notre compte. Du coup, on a des questions en fait, qui étaient dans les questions-réponses. Première fois depuis le début où je fais des webinaires, depuis 2-3 ans maintenant, que les questions-réponses sont utilisées. Nous avons Michel qui demande « Je fais des pubs et je les paramètre à tel endroit, tel âge, telle personne. » Ça, c'est le ciblage. Et cela tombe toujours dans d'autres endroits. Donc, je suppose que quand on parle d'endroits, c'est géographique. D'autres endroits non paramétrés. Pourquoi ? Normalement, quand on fait sa campagne, on choisit dans la géolocalisation et après, vous avez, si vous voulez, des cercles de kilomètres carrés, enfin kilomètres autour de votre ville. Donc, potentiellement, c'est peut-être par rapport à ça, le fait que votre publication apparaisse autre part que dans la ville que vous avez souhaité, ou alors tout simplement parce que il n'y a pas autant d'audience que prévu dans le cercle où vous voulez mettre votre publication, et du coup, ils étendent la publication un peu plus loin au niveau géographique. C'est potentiellement ça. J'espère que ça répond à la question de Michel. Donc, Michel, n'hésitez pas à nous dire dans la partie discussion plus tôt. Et bien, les questions sont reparties. Donc, ça repart sur de l'influenceur. Oula, d'un coup, il y a beaucoup de questions. Influenceur sur quelle durée? Voilà.
L'influenceur, en fait, une stratégie qui est court terme, dans le sens où vous allez… après, il y a le système de jeu concours aussi qui fonctionne très bien, mais commence à être un peu moins bien vu par Instagram parce que c'est un peu une petite technique de growth hacking en recrutement sur Instagram. Et ça peut être un peu shadowban. Shadowban, qu'est-ce que c'est? C'est du coup ne plus avoir de visibilité sur Instagram pendant une certaine période parce que Instagram vous punit en quelque sorte. Mais par contre, ça vous permet d'avoir une forte visibilité et de gagner beaucoup en abonnés. Donc, c'est l'influenceur pardon, qui va avoir un petit shadowban sur son compte pendant une courte période. Mais par contre, l'annonceur, lui, gagne beaucoup en abonnés et en visibilité. Donc, pour ce poste-là, enfin, sur cette stratégie-là, quelle durée? Soit vous faites un shot, un test, une campagne test. Donc, souvent, si c'est en story, ça va durer entre 24 et 48 heures. Si c'est un post, du coup, c'est sur le long terme, parce que votre post reste lisible normalement en fonction de votre contrat, hein. Il reste visible sur son compte. Ou alors, vous avez des campagnes médias, donc via les business managers. Par exemple, comme je l'ai montré juste avant, et je vais pouvoir le remontrer aussi. Hop, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir… Hop, je vais retourner sur la présentation. Voilà, partager. Si en fait, on va sur cette stratégie qui est où? On va chercher là. Si vous allez sur cette stratégie-là, c'est-à-dire que c'est la marque qui a son contenu et qui publie la vidéo sur le compte de l'influenceur, on peut aller sur du long terme, parce que si vous avez un budget, je sais pas, on va dire entre 500 et peut-être 1000 euros de campagne, de budget campagne, vous pouvez faire une campagne sur un mois, par exemple, ou 2 mois. Du coup, vous aurez une visibilité en continu sur l'audience de l'influence. Sinon, vous avez les packs one-shot, et les packs one-shot aussi permettent de créer du trafic sur court terme, et c'est plutôt efficace. J'espère que ça répond aux questions. Donc, nous avons une question de Cindy. Alors, question en 2 parties avec en plus petit exemple pour animer tout cela. Sur Instagram, on nous demande souvent si on est intéressé pour participer à des événements pour augmenter ses abonnés. Est-ce intéressant? Avec exemple de message, je me permets de t'envoyer un petit message pour te proposer un événement qui a lieu le 25 avril. Cet événement servira à booster ton compte Insta. Il y a des concours et des lots à gagner, des sessions de booster, un follow for follow. Je laisse le choix entre être modo, être admin, être participant. Alors, moi, je n'ai pas été invité à des événements tels quels. Je ne suis pas pour le follow pour follow non plus, tout simplement parce qu'il ne faut pas être dépendant de cette technique si vous voulez augmenter votre audience. Il y a beaucoup de stratégies aujourd'hui qui permettent de pouvoir booster vos comptes sans en étant dépendant justement de cette technique-là. En revanche, quand on est dans des secteurs de niche ou des secteurs avec une audience qui est assez faible, ça peut donner un coup de boost. En revanche, si vous êtes, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, ce n'est pas forcément un événement que je conseille de faire, parce qu'il faut vraiment être indépendant après sur cette… Il ne faut vraiment pas dépendre de ces stratégies-là pour gagner en abonnés. Voilà, c'est ce que je veux dire. Après, il faut toujours aussi bien observer de qui viennent ces événements, Oui, la notoriété du compte, la probité du compte, enfin, s'ils sont vraiment sérieux. Voilà. Faire vous toujours pouvez aussi très gagner attention. des abonnés, mais aujourd'hui, il y a tellement de fake followers sur les réseaux que vous risquerez plus d'être déçu qu'autre chose. Donc, toujours marcher sur des œufs, toujours faire attention quand il y a ce genre de propositions qui arrivent. Nous avons Sophie. Quand nous avons juste le temps de gérer une page Facebook, Instagram, je suppose qu'il est déconseillé de s'inscrire sur un nouveau réseau qu'on n'aurait pas le temps d'entretenir. Je pense par exemple à TikTok. Alors,
Je pense que Sophie, vous faites déjà preuve de bon sens en Oui. posant la question. Oui, dans le sens où c'est comme je le disais tout à l'heure, mais j'ai peut-être aussi un petit peu vite. Concentrez-vous uniquement sur un premier réseau pour optimiser vos chances et être plus performant. On ne peut pas être partout à la fois, non seulement parce que ça demande du temps, et vaut mieux passer son temps à créer du contenu pour une plateforme et être sûr que ce contenu sera performant et qu'il va correspondre aux attentes de mon audience, que de faire du contenu à la va-vite parce que il faut que je publie, parce qu'il faut que je sois présent sur tout le monde, enfin, sur toutes les plateformes. Du coup, pour moi, euh, il vaut mieux s'inscrire et être concentré sur un réseau à la fois. Et petit à petit, quand je vois que mon audience commence à interagir et commence à être habituée à mon contenu et que tout fonctionne bien, je peux investir une partie de mon temps à développer une nouvelle ligne éditoriale, du coup, euh, sur une autre plateforme. Et de toute façon, Lucas a très bien dit aussi tout à l'heure, sur les réseaux sur lesquels on est lancé, afin de satisfaire les algorithmes, ce qui est important, c'est la régularité. Donc déjà, travailler la régularité on va dire, des médias importants sur lesquels vous êtes au début, c'est déjà quelque chose qui va vous prendre du temps, en plus de votre travail, enfin, de la gestion de votre entreprise, au-delà aussi de toute la partie personnelle. Voilà, il faut y aller vraiment petit à petit. Ça, c'est les conseils que l'on donne, nous, les chambres de commerce, lorsqu'on fait de l'accompagnement. On se concentre, comme le disait très bien Lucas, on se concentre sur les médias principaux, ceux qu'on a identifiés, sur lesquels on sait quels sont les objectifs que l'on veut atteindre. Et une fois que l'on voit qu'on est rodé, qu'on peut tenir le rythme, déjà on voit si le rythme peut être modifié, peut être euh, agrandi sur les médias existants, ou si on peut partir sur d'autres médias sur lesquels se trouvent nos cibles. Puisque potentiellement, peut-être qu'aujourd'hui, les cibles que vous touchez ne sont pas sur des médias sur lesquels vous risquez de mettre de l'énergie. Ça continue de poser des questions. Ouais. Donc, Barbara, je te laisse lire la question de Barbara. Ouais. Qu'en est-il de LinkedIn? Vous n'en parlez pas, pourtant il me semble que c'est un réseau important. C'est complètement un réseau, la question est intelligente. Le LinkedIn, oui, c'est un réseau qui est important, mais qui aujourd'hui, je pense, n'est pas le mieux ou le plus adapté pour parler de sa marque. On peut parler de sa marque, mais pas le promouvoir. Et de un. Et de deux, le ads sur LinkedIn, ça coûte très cher. Souvent, les campagnes qui sont mises en avant, c'est pour faire des campagnes de sensibilisation, mais aussi de recrutement, en termes de recrutement d'audience sur LinkedIn. C'est pas la plateforme la mieux adaptée pour faire des campagnes médias, surtout pour la partie SMA. Parce que de un, le format n'est pas encore très bien adapté. Il n'y a pas beaucoup de possibilités et surtout que c'est un coût plutôt important et qui, du coup, est moins performant que sur Facebook, Instagram ou TikTok. Ensuite, Michel qui me dit qu'il existe des entreprises pour faire diffuser sa propre pub. Le travail devrait être mieux fait que par nous-mêmes pour avoir de meilleures retombées et à chacun son métier. Il y a aussi des entreprises pour faire monter ses abonnés, surtout avec Insta. Donc là, du coup, c'est deux questions en une. Sur la première, je vais me permettre de commencer à répondre. Il existe en effet des prestataires, comme peut l'être Lucas, comme le sont beaucoup de professionnels du web. Sur le département de l'Hérault et du Gard, vous avez prestanumérique.fr, qui est l'annuaire des professionnels du digital de nos départements, qui va même jusque sur les confins de l'Occitanie, où nous avons référencé, et nous référençons tout le temps, des prestataires qualifiés sur différentes thématiques, 17 thématiques pour être précis, dont notamment des professionnels pour mener des campagnes pour vous. Donc n'hésitez pas à aller sur prestanumérique.fr pour voir les professionnels qui existent, prendre contact avec eux et voir quelles sont leurs conditions pour pouvoir mener à bien vos campagnes. Et aussi des entreprises pour faire monter ses abonnés, surtout sur Instagram. Lucas? Alors, je dirais que pour les deux parties de la question, donc ça, c'est le job d'un social media manager qui va donc réaliser vos campagnes et qui va tout faire pour mettre en avant votre marque
via les campagnes sur Facebook, Instagram ou TikTok. Donc, c'est vrai que c'est conseillé de passer par un expert pour du moins qu'il vous fasse vos campagnes et aussi qui permette de vous accompagner, peut-être de vous former et vous expliquer comment fonctionnent les campagnes, quels sont les indicateurs clés à analyser pour comprendre si vos campagnes fonctionnent ou pas. Et après, pour faire monter ses abonnés, comme je disais tout à l'heure, c'est le job d'un community manager et c'est la régularité. Donc, c'est donc de créer du contenu et de partager quotidiennement. Donc, ça, c'est le job d'un community manager. Donc, oui, il en existe. Moi, l'agence justement Social Réel est là aussi pour ça. On accompagne les marques à se développer sur la partie stratégie de publication, ligne éditoriale et comment gérer du coup ces réseaux sociaux sur Instagram et Facebook et TikTok. Et il y a aussi une partie ads, oui, je conseille de passer par une agence pour optimiser les chances de. Après, il faut faire des tests aussi, parce qu'il y a beaucoup d'agences. Les stratégies sont différentes les unes des autres. C'est de voir aussi le budget que vous avez, le budget que l'agence prend pour vous faire vos campagnes. Voilà, il y a plusieurs éléments à réfléchir et à prendre en compte. Ensuite, nous avons une question de Valérie qui concerne un changement d'identité visuelle sur un site internet. Quelle est la démarche la plus judicieuse à suivre pour faire connaître localement et au niveau national? Quel budget faut-il prévoir? Alors, si Lucas, vous voulez répondre sur la partie vraiment SIA. Après, sur le reste, Valérie, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CCI. Je pense que j'ai déjà vu votre nom, donc je pense que vous devez plutôt être du côté héros. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. On peut se faire un rendez-vous pour discuter vraiment de votre image de marque et de ce qu'il faut faire une fois que le site internet est en place. Tout ce qui va être référencement local, référencement naturel, ça fait partie des accompagnements que l'on peut faire pour vous. Et du coup, Lucas, sur on va dire, le lancement des réseaux sociaux dans la foulée d'un changement de marque, est-ce que vous auriez un ou deux bonnes pratiques à donner? Oui, je ne conseille pas de faire de la publicité dès le début, c'est-à-dire que peut-être faire quelques publications pour alerter la communauté. Mais sinon, en fait, il existe du coup sur l'outil Business Manager comment étendre en fait votre géolocalisation. Je vais vous montrer, ça sera peut-être plus facile. Si je vais ici, partager, et en fait, hop, ça je mets de côté. Qu'en fait, vous créez votre audience au début. Ici, vous pouvez en fait choisir votre lieu. Donc, vous choisissez les lieux. Je ne sais pas si je veux faire une pub qui est que sur Montpellier. Et ben, du coup, elle sera basée que sur Montpellier. Ou après, votre petite ville, en fait, vous avez des cercles en fait, ici pour le rayon. Donc, vous ne voulez pas toucher les personnes qui sont sur Nîmes. Donc, voilà, vous allez baisser votre rayon et du coup, vous allez toucher les personnes qui seront uniquement sur Montpellier. Et si vous voulez étendre au niveau national, le mieux, c'est du coup de dupliquer ces campagnes pour faire des tests soit par grande ville. Donc, du coup, vous allez ajouter au niveau national, donc vous allez ajouter toutes les grandes villes. Voilà. Donc, il y en a plusieurs à mettre en avant pour être sûr de toucher un peu partout. Ou alors, sinon, tout simplement, vous mettez France. Et du coup, vous touchez toute la France. Voilà. Encore une fois, il faut faire des tests parce que des fois, il arrive que vous touchiez des personnes qui vous n'avez pas forcément envie. Donc, il y a des villes qui ne vous intéressent pas. Donc, il vaut mieux mettre les grandes villes en recherche pour toucher les personnes qui correspondent mieux à votre audience. J'espère que j'ai répondu. Je pense, oui. Valérie va nous dire si on a répondu. Après, moi, un conseil général que je peux donner, quoi qu'il arrive, avant de se lancer dans la publicité en ligne, avant de mettre des budgets, notamment quand vous avez un site internet, soyez toujours sûr que vos pages de destination soient prêtes et soyez sûr que votre référencement naturel soit déjà bien en place. C'est pour moi une condition
primordial pour que vous ayez vraiment des vraies retombées. Si vous mettez des campagnes de publicité en ligne en place, il faut que votre site, il faut que les médias qui vont amener, qui vont recevoir plutôt vos visiteurs, soient parfaitement adaptés à la promesse que vous avez mise en place dans vos pubs. Ensuite, quelle différence entre réel et vidéo? Que faut-il privilégier? C'est un 2 en 1. En fait, un réel, c'est une vidéo. C'est juste que c'est le format qu'on appelle réel parce que c'est un format court. Alors, il y a des vidéos aussi au format court, hein, mais le réel, c'est un format court avec de la musique, des effets. En fait, c'est une vidéo. C'est juste que c'est la nouvelle tendance qui arrive aujourd'hui avec TikTok. En fait, si vous voulez, c'est une version de TikTok, mais sur Instagram. Voilà. C'est des vidéos TikTok, mais au format Instagram. Donc, que faut-il privilégier? Aujourd'hui, moi, je dirais clairement les réels. Il faut vraiment publier beaucoup plus de réels parce que, en fait, vous avez plus de chances de faire beaucoup d'impressions et de vues sur les réels que sur une vidéo que vous allez publier sur votre feed. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, où dans le fil d'actualité de Facebook, depuis quelques temps déjà, les réels prennent vraiment de plus en plus de place. Donc, allez-y. Frédéric continue. Comment et quand démarrer les réseaux quand on débute sa marque? Qui décide si c'est un réel ou une vidéo? Je suppose que c'est vous qui décidez. Mais je ne suis pas un spécialiste. Ah oui, après, ouais, c'est en fonction de votre stratégie social media. Mais en fait, si on peut décider, quand vous allez publier sur Instagram, vous décidez de soit publier, on vous présente réel ou vidéo ou post ou story. Voilà, et c'est vous qui décidez. Mais moi, je conseille de débuter dès le début avec des réels. Hein. Faut pas. Bon. Et une autre Et le question. fait de démarrer les réseaux en eux-mêmes quand on débute sa marque, est-ce que tu as une temporalité? Moi, je serais tenté de dire, à partir du moment où la stratégie de publication, tout est prêt et qu'on se rapproche du lancement, on n'est pas obligé d'avoir la marque qui est active. On peut commencer déjà le teasing des réseaux sociaux assez tôt. Mais qu'est-ce que tu en penses? Si j'ai bien compris, comment et quand démarrer les réseaux quand on débute sa marque? Vous pouvez, oui, faire un peu de teasing, mais pas trop non plus. Le but, c'est que la communauté s'adapte vite à votre ligne éditoriale. Donc, la ligne éditoriale, c'est en fait, je vais prendre un exemple, sur une semaine, vous avez tel type de publication le lundi, tel type de publication le mercredi, tel type de publication le vendredi. Et en fait, il faut habituer votre audience à vous suivre et donc à créer des rendez-vous chaque jour. Donc, prenez l'habitude de publier, de suivre votre ligne éditoriale dès le début. Donc, c'est-à-dire à créer du contenu chaque jour, que vous aurez bien défini, bien évidemment. Donc, c'est un conseil très important. Ayez une ligne éditoriale. Choisissez les types de publications que vous souhaitez faire pour vos différents réseaux, les types de formats et travaillez autour de ça. Évitez de partir la fleur au fusil en changeant de forme, de format tous les 2 jours, en changeant vos jours de publication. Travaillez en amont. Le cahier, c'est vachement bien avant de se lancer sur l'ordinateur, quoi que l'on fasse dans la vie. Et on va prendre une dernière question de Sophie, et après on va s'arrêter là, parce que mine de rien, on a fait une jolie session de questions-réponses. Quand on a peu d'abonnés sur Instagram, entre 1000 et 2000, et un rythme d'un post par semaine, est-ce stratégique de faire occasionnellement des réels ou vaut-il mieux se concentrer sur les publications? Justement, par rapport à ça, il y a eu un gros changement, ce que je disais tout à l'heure quand je suis intervenu, il y a eu un gros changement entre fin décembre et jusqu'à début février. Les posts et les stories ont perdu énormément en termes d'impression et d'engagement. Donc, quand je dis engagement, c'est like, commentaire, partage et enregistrement. Puisque Instagram est en train de travailler sur l'algo et le changement d'algo avec les réels. Et en fait, les réels vont avoir un réel impact, du coup, petit jeu de mots, et ça va vous apporter beaucoup plus de recrutement en termes d'abonnés et de visibilité. Je dirais qu'un rythme de un post par semaine, c'est assez faible si vous voulez faire gagner en abonnés,
je vous conseillerais d'optimiser vos postes réels que sur vos postes publications. Normal. Il va falloir vraiment qu'il y ait en fait une transition entre les réels et les posts, et ne pas oublier les posts quand même, hein, mais juste ouais, peut-être mettre plus en avant la stratégie des réels. Voilà, si c'est bon pour vous, on va s'arrêter là aujourd'hui. Merci Sophie. Donc merci à toutes et tous pour votre participation. Merci à Lucas pour son expertise sur le sujet. C'est les choses qui arrivent, hein. C'est ça aussi la magie de la visio. Je ne sais pas au cas où, Lucas, si vous avez une dernière slide, vous avez vos coordonnées, vos infos, si nos participants souhaitent revenir vers vous. Sachez en tout cas qu'au niveau des chambres de commerce de l'Hérault du Gard, des ADT, mais du coup aussi des offices du tourisme, vous avez des professionnels, des experts comme moi, qui peuvent vous accompagner, faire la sensibilisation, en tout cas répondre et vous amener plus loin sur votre transformation numérique. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut prendre des rendez-vous, on peut en discuter et on peut voir ce qu'on peut mettre en place pour vous aider à développer votre image de marque sur le numérique. Ou, par exemple, vous avez un site internet, on peut vous faire un magnifique audit de votre site et vous dire tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Vous voulez monter votre site internet, on peut faire une belle prestation de cahier des charges et vous cherchez le prestataire. En tout cas, vos chambres de commerce sont là pour vous, ainsi que, comme vous êtes des professionnels du tourisme, vos offices du tourisme grâce aux AMT épaulés par les agences de développement touristique. Donc, on vous remercie d'avoir participé à cette session. Si vous souhaitez la revoir pour revoir certaines questions qui ont été données, elle sera en replay sur notre YouTube très rapidement et arrivera aussi sur les autres plateformes des autres contributeurs et partenaires. Donc, encore merci Lucas pour votre expertise. Merci à vous tous et on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien et on est là pour vous. Passez une très bonne journée. Au revoir.